introduction, je vais passer la parole à Élise Marjolin-Guidoni, qui est donc la fille de Robert Marjolin. Et Robert Marjolin, qui était un acteur majeur des débuts de la construction européenne, un ami très proche de Jean Monnet, même si il n'avait pas toujours exactement la même démarche. Et Élise Marjolin va donc nous faire l'historique, enfin, le point sur cette relation particulièrement étroite. Mon sujet, c'est la collaboration, pas la relation. Oui. Je parlerai forcément de la relation, mais... et ce que je voulais commencer par dire, que Jean Monnet, c'est des idées, c'est une stratégie de relation et d'influence, c'est une action, mais c'est aussi des équipes et des collaborateurs. Et des équipes souvent mobilisées jour et nuit, à différentes étapes et souvent en pleine tragédie, et des collaborateurs avec qui il a établi des relations profondes qui allaient bien au-delà du temps de collaboration. Et donc, l'histoire de Robert Marjolin et Jean Monnet, c'est l'histoire d'une de ces rencontres. Et c'est l'histoire, c'est une histoire et c'est une rencontre, et c'est de cela que je vais essayer de vous parler. Je voudrais d'abord donner quelques jalons. En mai 1940, Jean Monnet entend parler d'un jeune intellectuel, sous-officier de l'armée de l'air, stationné en Alsace. Robert Marjolin y a passé l'hiver à nourrir de rapports météorologiques l'aéroport local où stationnait un unique avion. Mais aussi à lire, c'était un intellectuel, à lire Montaigne, Heine et Mein Kampf. Jean Monnet lui demande de le rejoindre à Londres auprès du comité de coordination franco-anglais qu'il dirige. Robert Marjolin accepte et c'est pour lui le premier voyage en avion et la première rencontre avec Jean Monnet. Autre jalon, quelques années passent où ils suivent des trajectoires séparées entre les mêmes lieux, Londres, Washington, l'Afrique du Nord. En septembre 1943, Robert Marjolin est une nouvelle fois appelé par Jean Monnet à Washington, puis promu chef de la mission d'achat aux États-Unis sous son autorité directe. Il est devenu un collaborateur essentiel. À la Libération, Robert Marjolin est nommé d'abord directeur des relations économiques extérieures, mais il rejoint à nouveau Jean Monnet comme commissaire général adjoint du plan. Il ne quitte cette fonction que pour devenir secrétaire général de la nouvellement créée Organisation économique de coopération européenne qui est chargée de la répartition du plan Marshall. Ils ne collaboreront plus directement après cette date, mais resteront intensément alliés, complices, amis, autour de ce qu'on appelle la construction de l'Europe, de ce que George Ball, ami de l'un et de l'autre, nomme la parturition de l'Europe, ce qui est intéressant, et on pourrait alors dire que leur collaboration, en pleine guerre et consacrée à des tâches de guerre et de préparation de la paix, minutieuse, harassante, fut aussi le lieu d'une maturation, d'une gestation autour de laquelle se forma une relation entre eux unique et riche d'avenir. Dans cette trajectoire de mon père auprès de Jean Monnet en si peu de mois et d'années, mais quelles années, dans cette rencontre, il y a sinon un mystère. Jean Monnet répond à un journaliste, ce que vous appelez mystère, c'est du travail, mais des paradoxes. Il faut dire que les temps qu'ils vivaient, le temps de leur rencontre, bousculaient les vies et jetait les hommes hors des chemins tracés, créant des rencontres improbables. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient attendu cela pour sortir de leur destin tracé par des actes de courage et d'audace accomplis très jeunes. Jean Monnet, à 28 ans, s'étonnant des lacunes et des dysfonctionnements de l'Alliance franco-britannique dans la guerre de 1914, et en référant à la fois du problème et de la solution qu'il proposait au président du Conseil. Robert Marjolin, à 20 ans, grouillot à la Bourse de Paris, amassant un pécule qui lui permettrait de passer un équivalent du bac et de s'engager dans des études de philosophie. Quel paradoxe dans cette rencontre,
et quel paradoxe dans cette intelligence entre eux qui permit l'entrelacement de leur vie et de leurs actions. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre achevé leurs études secondaires, mais d'une façon et pour des causes très différentes. Jean Monnet, immédiatement engagé dans la vie active, représentant à travers le monde la firme familiale, Robert Marjolin, né dans une famille pauvre, habitant avec ses parents et sa sœur un 2 pièces porte de Versailles, où il n'y avait pas un livre, avait dû entrer en apprentissage à 14 ans à la suite de la maladie de son père. Jean Monnet était assez fier d'avoir évité de lourds apprentissages, on pourrait dire, n'ayant pas appris que ce qu'il se proposait de faire était impossible, il l'avait fait. Alors que mon père était animé pendant toutes ses années de jeunesse d'un désir de savoir intense et douloureux, que l'accès au savoir constitué était pour lui conquête, sortie d'un enfermement, ouverture d'horizon. Malgré cela, ils se rejoignaient. Jean Monnet, dans sa liberté par rapport au savoir constitué, son soi adulte immédiatement en prise avec une riche expérience de voyage, de contact et une responsabilité et une tâche précise pour l'entreprise familiale. Robert Marjolin s'emparant des savoirs en conquérant, mais les traversant vers l'essentiel, l'urgent, l'utile. Tous deux enseignés sans filtre par la réalité et par l'histoire. Et la réalité, l'histoire, pour l'un comme pour l'autre, différemment du fait de l'écart de génération, Jean Monnet né en 1888, Robert Marjolin en 1911, c'était la guerre. La Première Guerre mondiale où Jean Monnet fit ses premières armes, découvrant dans un acte d'audace le pouvoir d'une idée simple apportée dans une situation de chaos et l'influence qu'elle procure sur des dirigeants désemparés. Pour Robert Marjolin, la Première Guerre fut autre chose. C'était, enfant, chez ses parents le dimanche, amis et cousins réunis, ne parlant que d'elle, de l'immensité de la terreur et du malheur qu'elle avait apporté, et de leur propre incompréhension et impuissance. Ils en gardaient l'un et l'autre la détestation de la pensée vaine, de la stupidité, dont les premières victimes étaient justement les pauvres gens. En ce mois de mai 1940, à quel titre ce jeune homme qu'il ne connaît pas est-il recommandé à Jean Monnet? Pour cela, il faut revenir un peu en arrière sur le parcours de Robert Marjolin dans cet entre-deux-guerres, dans cette après-guerre qui se mue progressivement en avant-guerre. Cela permet aussi de comprendre ce qu'il apportait et apporterait de compétences, de réflexion, d'expérience, de relations. Au cours des études de philosophie auxquelles il a finalement accédé, ce jeune homme qui ne venait de nulle part, entre guillemets, comme on le qualifiait, ce qui est une drôle de façon de parler de ses origines populaires, est remarqué, aidé, soutenu par Célestin Bouglet, alors directeur de l'École normale supérieure, qui lui prête des livres, mais surtout obtient pour lui une bourse pour un programme d'études aux États-Unis, où il se rend en 1933. C'est important parce qu'il y acquiert un contact profond, une sympathie, une facilité de communication avec le monde anglo-saxon qui s'avérera précieuse et une souplesse d'adaptation aux autres cultures et aux hommes qui les représentent. Il arrive aux États-Unis au moment des expériences Roosevelt et se trouve interrogé à la fois par la puissance et la vitalité de l'économie américaine et par la crise profonde qui la ravage. Cela décide de sa réorientation vers l'économie politique, qui n'était pas à l'époque un savoir constitué, mais universitairement une option des études de droit, qui n'avait pas d'équivalence reconnue avec les études de philosophie, donc il reprend un parcours d'études depuis le début. Mais ce n'est pas le simple désir de savoir, du savoir qui l'anime, mais l'urgence de comprendre ce qui se passe et de se rendre compétent pour agir. À son retour des États-Unis, il est devenu un économiste en recherche. Il est membre de la SFIO et Léon Blum, sur la foi d'une plaquette qu'il a publiée sur les expériences Roosevelt, lui confie la page économique du populaire, comme ça.
Il devient en même temps un collaborateur de Charles Rist, un économiste libéral, et travaille avec Élie Halévy, grand intellectuel, auteur d'une remarquable et monumentale histoire de l'Angleterre au XIXe siècle. Il se laisse travailler par les contradictions entre ces différentes directions que prennent sa vie et sa pensée, sans accepter de confusion, y cherchant des idées claires, une vérité dont il soit sûr. Il écrit de nombreux articles de théorie économique pour l'ISRES, l'institut que dirige Charles Rist. Il travaille à sa thèse « Prix, monnaie et production » qu'il ne soutiendra qu'après-guerre. Mais aussi, et c'est probablement ce qui le recommande à Jean Monnet, il écrit dans l'Europe Nouvelle une suite d'articles où il dénonce inlassablement l'impréparation de la France à une guerre désormais inévitable, son impréparation économique, psychologique, militaire. Il relie le politique, l'économique, le militaire, dénonçant l'aveuglement des gouvernements et de l'opinion devant la montée des périls. Il s'oppose à Léon Blum sur les 40 heures et la non-intervention en Espagne, et rompt avec lui malgré la dette qu'il a envers lui et l'amitié qui les unissait. Il parle déjà de la nécessité pour l'économie française de se moderniser, nécessité suspendue par la nécessité plus urgente de l'effort de guerre. Il faut un plan, dit-il déjà. Cette suite d'articles sont un cri d'alarme et un plaidoyer pour que le pays se ressaisisse, une tentative pour agir, convaincre, déjà une action, et leur auteur déjà non plus, ou plus seulement un intellectuel, mais un intellectuel engagé, mais un homme d'action. C'est cette métamorphose qui s'achèvera auprès de Jean Monnet. La première rencontre, le premier temps de leur collaboration est bref et dramatique. Robert Marjolin rejoint le comité franco-britannique à Londres peu de temps avant l'offensive allemande. 2 épisodes illustrent cette rencontre contemporaine du grand écroulement, de la défaite militaire de la France et de la perte des illusions de ceux qui voulaient que la France continue la lutte. Jean Monnet, premier épisode, Jean Monnet confie à mon père une mission à Dunkerque consistant à organiser l'approvisionnement depuis l'Angleterre des troupes françaises et anglaises prises dans une nasse. Il traverse depuis Douvres la nuit du 25 au 26 mai. Les Allemands attaquent le 27. Mon père, se retrouvant dans la rue à la suite du bombardement de son hôtel, n'a plus rien pour prouver la réalité de sa mission et échappe de peu à l'exécution par les Français qui le prennent pour un espion. L'autre épisode, c'est l'ultime tentative française depuis Londres pour convaincre le gouvernement ou un de ses membres de former en Afrique du Nord ou en Angleterre un gouvernement français en exil qui incarne la légitimité républicaine et continue la lutte. Le lendemain de l'arrivée de Pétain au pouvoir, mon père accompagne une mission à Bordeaux, composée de Jean Monnet, René Pleven, Emmanuel Monique. De nombreuses conversations ont lieu, mais personne n'accepte de partir, et il est bientôt trop tard, l'armistice est signé. Alors là, je cite Jean Monnet, « À la lumière des événements qui se préparaient et de ce qu'il advint de nos efforts, comme on le sait, les derniers mois du comité franco-britannique peuvent paraître dramatiquement dérisoires. Pourtant, c'est alors que furent jetées les bases indestructibles de la résistance solidaire des grandes démocraties, écrit Jean Monnet dans ses mémoires. Ce premier temps de leur collaboration est contemporain de l'effondrement, de la dispersion et de l'expatriation choisie par ces patriotes, dont le but est désormais de contribuer à la poursuite de la lutte et à la défaite de Hitler, en y maintenant la présence de la France depuis l'extérieur, en y maintenant la présence de la France et de préparer la reconquête et la restauration de la patrie perdue. Le deuxième temps de leur collaboration est bien différent. À l'automne 1943, la défaite de l'Allemagne est certaine, le débarquement est imminent. Jean Monnet, entre-temps, en différents lieux et à différents niveaux, Jean Monnet et Robert Marjolin ont travaillé pour la victoire des Alliés et pour la restauration en France de la légitimité républicaine,
ce qui supposait le maintien et la reconnaissance de la légitimité d'une autorité française en exil autour du général de Gaulle. Jean Monnet, en participant très directement à l'effort de guerre des Alliés, avant et après l'entrée en guerre des États-Unis, Robert Marjolin œuvrant dans ce sens au Maroc, puis à Londres. Il travaille avec Hervé Alphand, directeur des affaires économiques auprès du Comité français de libération. Jean Monnet travaille avec... Robert Marjolin travaille avec Hervé Alphand, directeur des affaires économiques auprès du Comité français de libération nationale. Il vit 1 an et demi à Londres, où il peut, dans une certaine mesure, prolonger sa vie d'avant-guerre, essentiellement consacrée à l'étude, approfondir sa fréquentation des auteurs économiques anglo-saxons, confirmer ses positions keynésiennes et s'efforcer de concevoir aussi clairement que possible ce que devrait et pourrait être la France après la libération. C'est pendant le cours de cette réflexion, au moment où l'effort de guerre subit une brusque intensification et une brusque accélération précurseur de la victoire, que Jean Monnet, lui-même membre du Comité français de libération nationale, demande en septembre 1943 à Robert Marjolin de l'accompagner à Washington pour l'assister dans la tâche qui lui est dévolue, de préparer le ravitaillement de la France après la libération en denrées alimentaires, matières premières, biens d'équipement. Il travaille à partir des renseignements que la résistance intérieure fait parvenir à Alger, à prévoir ce qui serait nécessaire pour que la France ne sombre pas dans le chaos, alors que les destructions ne pourraient que s'accroître du fait qu'elle allait devenir un champ de bataille. C'est dans ces conditions que se fit à proprement parler la rencontre entre eux, entre ce jeune intellectuel qui, dit-il de lui-même, n'avait jamais goûté à l'action, et Jean Monnet, dont les méthodes et la pensée étaient orientées par elle, au sein d'une équipe entièrement dévouée à la tâche à accomplir, et cette tâche était gigantesque. Il fallait dresser, dit Robert Marjolin, d'interminables listes de ce qui serait nécessaire dans l'espoir de saisir aussi complètement que possible une réalité pratiquement insaisissable. Et c'est là qu'en très peu de temps, Robert Marjolin devint un collaborateur essentiel de Jean Monnet. Il y eut d'abord, évidemment, son immense puissance de travail portée par l'espoir de la fin de la guerre, mais aussi que ce travail impliquait de multiples niveaux. Le niveau pragmatique, celui de l'urgence, pour laquelle il fallait déjà faire appel à l'imagination, puisque la réalité était en fait insaisissable, en même temps qu'un niveau plus profond et plus lent, jamais très loin de la surface, où les uns et les autres tentaient de penser le monde d'après-guerre et la paix, de penser à partir de l'après-guerre précédent, une paix qui serait une paix et sa condition, la pensée de l'Europe. De multiples notes circulent sur les sujets essentiels entre cette équipe, entre les collaborateurs. Le régime économique, l'intervention de l'État, la reconstruction d'un appareil industriel détruit ou neutralisé. Mon père revient à des convictions planistes qu'il défendait déjà avant-guerre. Jean Monnet pensait en termes d'action sur les événements et les hommes et de limitation à un seul objet, à une idée unique, arme de persuasion dans l'indécision et la confusion qu'il fallait enfoncer comme un clou. Je pense que mon père, tout en reconnaissant l'efficacité de la simplification, a peut-être eu un peu de mal avec la technique du clou. Mais c'est dans la détermination de l'idée unique que pouvait revenir sa maîtrise de la complexité du réel et aussi la clarté de la pensée, sa clarté dans la pensée et l'expression. Jean Monnet parle de son élégant dialectique qui attestait de sa formation philosophique qu'il ne renia jamais, de son amour des idées claires et distinctes. Juste une anecdote sur leur relation et sur l'intensité de leur travail qui me concerne un peu. Jean Monnet disant à mon père, « Marjolin, il paraît que vous voulez vous marier, je vous donne votre samedi. » Le troisième temps de leur collaboration, c'est le retour en France de cette équipe, ce retour auquel ils ont travaillé, qu'ils ont imaginé, organisé, pensé.
Quand on pense à ces 3 temps, la catastrophe, l'espoir, puis le retour, de la tragédie traversée et de l'accélération de leur expérience, on ne peut s'étonner qu'il soit né une amitié fondamentale autour de cette Europe unie dont Jean Monnet dit avec confiance qu'elle adviendrait parce qu'elle était nécessaire. L'un et l'autre n'avaient d'une certaine façon connu que la guerre, les conséquences de la première, l'approche de la seconde, même le New Deal de Roosevelt, étudié par mon père, reprenait les formes de l'économie de guerre qu'avaient connues les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Mais ils n'avaient cessé de penser à la paix et ils avaient maintenant le pouvoir d'agir non comme hommes politiques directement, mais en marge, persuadant ceux qui devaient être persuadés, agissant, bâtissant des institutions avec des déceptions et des échecs, pensés et dépassés. En mai 1946, Jean Monnet, qui a convaincu le général de Gaulle de la nécessité de la transformation matérielle de la France, demande à Robert Marjolin de devenir commissaire général adjoint du plan. Il ne s'agit plus de revenir à un état d'avant-guerre, dont déjà à l'époque Robert Marjolin dénonçait le retard, l'archaïsme, la fermeture frileuse au progrès. Il s'agissait de fonder à partir de quelques certitudes. Ce ne pouvait être l'affaire de la France seule. Le cadre devait être plus large, européen. Il ne fallait pas souhaiter ou opérer l'écrasement punitif de l'ennemi vaincu, mais au contraire le réintégrer. Et tout cela ne se ferait pas sans aide, sans une aide massive des États-Unis. Lorsque l'aide Marshall sera accordée, ce sera à la condition d'un plan, justement, dans lequel les pays aidés justifieront de l'emploi de l'aide reçue. Et je me demande pourquoi cette idée n'est pas retenue plus souvent. Ils s'attelèrent donc une fois de plus à une tâche énorme. Il fallait d'abord prendre une vue d'ensemble. C'était, si l'on peut dire, la responsabilité particulière de Robert Marjolin. Monnet, dit-il dans ses mémoires, se reposait sur moi pour la conception d'ensemble et l'équilibre global du système que nous nous efforcions de créer. Prendre pour guide l'intérêt général, faire converger vers lui les efforts de tous, ne pas imposer mais convaincre, ce qui n'était pas tout à fait négocié, puisque cela supposait un point où tous les intérêts pouvaient être compatibles, satisfaits, une sorte d'acte de foi dans ce que Jean-Louis Bourlange appelle un consensus latent. C'est là que Robert Marjolin acquit le savoir-faire qui lui permit plus tard de trouver quelques solutions miraculeuses à des problèmes qui ne paraissaient pas en avoir, comme la division par les pays intéressés eux-mêmes de l'aide Marshall. Mais pour paraphraser Jean Monnet, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est du travail. J'ai presque fini. Pour donner une idée du ton que prenait parfois leur collaboration, Robert Marjolin raconte dans ses mémoires « Je me rappelle ainsi, sans pouvoir la situer exactement dans le temps, une discussion qui dura toute une après-midi et qui portait, je crois, sur les objectifs du plan. La discussion était devenue, je serais tentée de dire, une joute oratoire entre Jean Monnet et moi-même, les autres participants à la réunion étant arrivés au bout de leurs arguments. Tard dans la soirée, alors que nous étions tous épuisés, Monnet conclut ainsi la discussion. « Marjolin, le malheur avec vous, c'est que vous êtes un intellectuel. Soit je cède, mais je veux que vous sachiez que si j'abandonne le combat, ce n'est pas parce que vous avez tellement insisté, mais parce que je me suis convaincue, en dépit de votre mauvais caractère, que vous aviez raison. » À partir du départ de Robert Marjolin vers le secrétariat général de l'OSCE, ils ne cesseront de s'appeler, de se consulter, même à travers les désaccords qui surviennent, non pas sur l'objectif, mais sur la méthode, les priorités. Pour conclure, on pourrait dire, de tous deux, qu'ils ont appliqué rigoureusement ce principe exprimé par William Faulkner. Il faut faire des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant.